Témoignage, bravo à tous les intervenants et encore une mention spéciale pour Madame Moreau et Madame Charpentier. Bravo pour votre travail. On est très fiers d'avoir comme ça dans nos territoires des personnes extraordinaires. Bonne journée et bonne fin de congrès. Merci à vous. Chers amis, merci beaucoup à Frédéric Bierry, président de la Commission des affaires sociales de l'ADF, d'avoir animé avec nos invités cette table ronde. Merci à Jacques Toubon, défenseur des droits, de nous faire, comme chaque année, l'amitié de sa présence, ce qui nous fait très plaisir, car sur beaucoup de sujets, nous avons le bonheur de travailler avec le défenseur des droits, même s'il n'est pas toujours commode, mais il est là pour justement incarner le droit. J'aimerais 2 instants d'attention, si vous le permettez. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous indiquer que nous allons maintenant entamer une séquence au cours de laquelle vous allez pouvoir entendre les 2 présidents des 2 groupes de l'ADF, le groupe droite-centre indépendant avec François Sauvadet. Je lui demande de nous rejoindre sur scène, tout comme André Viola, secrétaire général de l'ADF et président du groupe de gauche. À l'issue de l'intervention de nos 2 collègues, je mettrai au vote la motion qui a été préparée par le bureau de l'ADF. Et puis, nous entendrons 2 interventions ministérielles, celle de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et celle de Jacqueline Gouraud, ministre des Collectivités, que j'ai le plaisir d'accueillir, puisqu'elle entre en ce moment dans cette salle avec notre hôte Michel Autissier, président du département du Cher. Donc, si vous le voulez bien, reprendre, comme on disait à l'époque, vos emplacements, et nous allons pouvoir démarrer dans un instant cette séquence. Et je salue le maire de Bourges, Pascal Blanc, qui nous accueille hier, qui nous rejoint avec Michel Autissier, Madame la préfète du département du Cher qui accompagne la ministre. Je resalue Adrien Taquet qui est là depuis ce matin, qui participe au débat, qui reçoit certains d'entre vous, avec lesquels il a travaillé sur sa réforme. Merci à toi, Adrien, de ta présence. Et je donne la parole, si vous le voulez bien, à André Viola, secrétaire général de l'ADF et président du groupe de gauche. Ce sont les 2 interventions politiques de cette fin de matinée. Madame la ministre et messieurs les ministres, Madame la préfète, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de l'ADF, cher Dominique, Monsieur le président du conseil départemental du Cher, merci pour ce magnifique accueil. Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des conseils départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, nous voici de nouveau réunis pour notre congrès annuel. Et pour la première fois cette année, les expressions politiques vont conclure nos travaux. L'année dernière, lors de l'ouverture de notre congrès à Rennes, je formulais notre volonté de prendre toute notre place dans le débat sur l'avenir de nos territoires, dont nous sommes les représentants démocratiquement élus. Cette affirmation est toujours d'actualité, mais force est de constater que nos espérances communes de 2018, malgré une contestation sociale sans précédent, malgré une demande de plus en plus forte de proximité de la part de nos concitoyens, malgré une urgence climatique incontestable et inquiétante, sont restées lettres mortes. J'affirmais aussi notre attachement à un bien commun, la volonté d'agir au service de nos concitoyens.
Cette volonté est plus que présente. Mais je précisais aussi l'impérieuse nécessité de relations solides, fiables et indispensables avec le gouvernement. Là encore, c'est un constat d'échec auquel nous sommes renvoyés. J'indiquais les questions essentielles que nous devions nous poser. Je formulais des propositions en espérant que nous serions entendus. Hélas, les sujets les plus essentiels ne sont qu'à peine évoqués. AIS, MNA, solidarité, dette de l'État envers nos collectivités pour les compétences qui nous sont déléguées. Rien, si ce n'est, sous le prisme d'un mécano budgétaire, une mise sous tutelle de nos budgets, une limitation de nos moyens d'action. Les collectivités étant forcément, évidemment, je dirais, le maillon faible des dérives des dépenses publiques. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, on nous propose de transférer de nouvelles compétences, de fusionner des prestations ou de remanier l'insertion, souvent en contractualisant, toujours en renvoyant les questions de gouvernance et de financement aux discussions conclusives. Enfin, on nous propose d'être des collectivités de proximité en faisant disparaître nos recettes directes sans autre option que d'accepter la promesse de ce qui se résume à une dotation de l'État. À l'issue du grand débat, le président de la République a eu la volonté de fixer un nouveau cap, d'apporter des réponses au malaise social et au déficit démocratique qu'un mouvement social sans précédent a mis en évidence de manière criante. On peut se féliciter des propos sur les élus locaux, qui sont enfin légitimés, après avoir été si longtemps méprisés. Mais si la confiance s'exprime par des mots, elle ne se décrète pas, elle se construit. Je suis en effet convaincu que de nombreuses réponses aux revendications des Français se trouvent au sein des collectivités territoriales. Les dernières tentatives de réforme de décentralisation se sont attachées à penser de grands ensembles, dans une logique parfois de rivalité entre les territoires. Je crois au contraire à leur interdépendance et à leur complémentarité. La pluralité des territoires rend leur coopération indispensable. Il s'agit là d'un enjeu de cohérence et d'efficacité de l'action publique locale. Les questions qui nous sont posées sont simples. Qu'avons-nous encore à proposer comme projet collectif qui nous rassemble? Sommes-nous capables, ensemble, de faire face aux défis qui sont devant nous? Au fond, ce sont ces mêmes questions que sont venus nous poser les jeunes mobilisés pour le climat. Ils expriment aussi une colère face à ce qu'ils considèrent comme des renoncements. Ils nous disent eux aussi l'urgence d'agir. L'urgence climatique, bien sûr, l'urgence sociale, mais aussi l'urgence démocratique. Ces trois urgences sont indissociables. Nous n'apporterons pas de réponse à la hauteur des enjeux si nous ne traitons pas les trois en même temps. On ne peut pas relever ces trois défis en opposant le peuple et les élites, les villes et les campagnes, les métropoles et les communes rurales, les Français et ceux qui ne le sont pas ou qui le seraient moins. Les collectivités territoriales demeurent les premiers remparts face à la crise sociale que connaît notre pays. Il est temps, pour l'État, de leur faire pleinement confiance, notamment aux départements, qui agissent pour tous les Français sur l'ensemble des territoires qui composent notre pays et qui disposent de leviers d'action pour construire une société plus juste. La vraie marque de confiance de l'État envers les territoires est de les renforcer et d'accentuer les complémentarités avec un État irremplaçable dans ses compétences régaliennes, mais qui doit laisser aux collectivités et aux élus locaux de proximité des moyens pour leur action afin de bâtir des politiques publiques responsables et innovantes. Pour votre gouvernement, les collectivités locales et particulièrement les départements deviennent une variable d'ajustement de vos politiques. Des transferts de compétences ont été accordés et d'autres pourraient l'être, mais ils ne l'inscrivent pas dans un schéma d'ensemble. Par ailleurs, vous continuez de contrôler étroitement les recettes de nos collectivités. Madame la ministre, monsieur le ministre, vous pouvez reconnaître que dans ce que constatent les associations d'élus, il y a une part de vérité. On nous annonce une loi dite 3D. Différenciation, décentralisation, déconcentration. La différenciation, c'est un mot.
Et ce n'est pas le droit qui crée le réel. Pour s'engager dans la différenciation, il faut accepter une part de prise de risque et d'imagination. Il n'y aura pas une solution unique qui s'impose à tout le monde. Chacun des territoires considérés devra trouver le chemin de cette différenciation. Ce que j'attends de cette différenciation, c'est qu'on ouvre cette possibilité en laissant les acteurs locaux libres de s'y engager, libres d'adapter, de préciser, d'approfondir le cadre général fourni par les représentants de la nation. Si telle n'est pas leur volonté, le droit commun continuera de prévaloir. L'enjeu dans les textes législatifs à venir est d'autoriser une différenciation qui puisse être accessible à tous, tout en garantissant l'unité de l'État. Cela suppose que la différenciation ne soit pas synonyme de compétition entre les territoires. C'est ici le rôle de l'expérimentation locale, qui vise à tester des solutions nouvelles pour, quand elles font leurs preuves, les essaimer dans les autres territoires dans une logique de coopération. Cela suppose aussi un État garant et stratège. Le problème, c'est que l'État décentralise mais n'a jamais revu les missions qui pouvaient être les siennes. Il doit clairement définir ses missions qui ne sont pas nécessairement seulement les missions régaliennes. Une fois ces missions précisées, tout le reste, potentiellement, relève des collectivités territoriales, dont des missions incontournables, telles que le logement, les mobilités, la transition énergétique, pour lesquelles doit être mise en place une péréquation dont l'État doit être le garant. Pour autant, il ne suffit pas de dénoncer une éventuelle recentralisation. La question, c'est d'assumer une envie, celle de proposer quelque chose. Et l'ADF y travaille et a fait des propositions. Et le groupe de gauche y travaille aussi et formule ses propositions, que ce soit en matière d'éducation, de solidarité ou encore d'aménagement et de développement des territoires. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je le redis. Je veux rappeler au gouvernement que derrière ce qu'il appelle très justement d'ailleurs la cohésion des territoires se cache autre chose qu'une enveloppe budgétaire à raboter. Il se cache autre chose qu'une vision purement contractuelle et en définitive, purement arithmétique de nos actions. Il se cache aussi autre chose que la volonté de diviser les strates de collectivités et de reconcentrer les décisions. L'arithmétique, justement. Venons-en au sujet qui nous anime depuis plusieurs semaines, la taxe foncière. Variable d'ajustement, dommage collatéral, impasse d'une promesse électorale ou au contraire approche des élections municipales, mais certainement et plus prosaïquement, volonté délibérée de nous asphyxier, la réforme de la fiscalité locale nous laisse un sentiment plus qu'amer. Car oui, les départements sont les victimes d'une décision qui ne les concerne pas. Aucune logique fiscale n'en découle. Si la réponse est qu'il faut doter les communes d'un levier fiscal, alors pourquoi ne pas avoir cette réponse pour les départements également? Ou au contraire, pourquoi rentrer dans une logique de vase faussement communicant avec des airs de jeu de bonne taux? Les présidentes et présidents du groupe de gauche, mais je pense ne pas trop m'avancer et me tromper en y associant l'ensemble de mes collègues, nous nous opposons à la perte de notre seul levier fiscal. Madame la ministre, je vous le dis, il s'agit d'une mauvaise décision. Ce débat autour de la suppression de la taxe d'habitation concerne l'État et le bloc communal et non les départements. Remettons un peu de sens à vos propos et arrêtons d'évacuer la question du financement des compétences que nous exerçons pour le compte de l'État. Le groupe de gauche a toujours distingué la péréquation verticale de l'État vers les collectivités de la péréquation horizontale qui est une solidarité entre collectivités. Nous avons fait notre part du travail, vous n'avez pas fait le vôtre. La péréquation verticale
doit absolument régler les questions des dépenses de solidarité. Nous revendiquons toujours une compensation additionnelle pour une péréquation verticale concernant les AIS et les MNA, piste qui semble aujourd'hui totalement abandonnée par le gouvernement. Deuxièmement, et je vous le dis, nous ne dérogerons pas sur plusieurs principes et revendications indispensables. Nous ne dérogerons pas sur le principe de responsabilité qui est le vôtre. Nous ne porterons pas le chapeau d'un échec dû à l'absence de discussion et de concertation de la part du gouvernement. Nous n'avons pas créé le problème. Nous ne dérogerons pas non plus sur le principe d'autonomie. Il faut une compensation à la mesure de ce qui est projeté, préservant notre autonomie et non une solution par une dotation plus ou moins figée et dans tous les cas certainement très aléatoire, sans aucun pouvoir de taux. Nous ne sommes pas dupes. Les 15 milliards annoncés ne sont que l'évolution logique et classique du foncier bâti en 2020. Ce n'est pas une fleur que vous faites au département. Quant aux 250 millions d'euros annoncés, nous ne les considérons pas comme un abondement de la part de l'État. Au contraire même. D'une part, ils seront appuyés sur une part de TVA. Et d'autre part, ils se substituent aux 115 millions d'euros actuels du fonds de soutien, déjà bien léger. C'est au mieux donc 135 millions d'euros qui s'ajoutent tout en actant la baisse de la péréquation directe de l'État vers les départements. Nous resterons vigilants sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme fiscale. Ce n'est pas parce que l'on ne percevra plus le foncier bâti qu'il aura disparu. L'État continuera d'avoir, d'année en année, l'évolution des bases, leur dynamique, leur localisation. Vous auriez au moins pu nous apporter une garantie sur cette dynamique. Mes chers collègues, Madame la Ministre, nous sommes donc en attente de la volonté politique du gouvernement d'ouvrir ou non cette porte de l'autonomie et de la soutenabilité financière des départements, sans lesquelles toutes les annonces, que ce soit d'un nouvel élan de décentralisation ou de politique publique nouvelle, n'auront aucun sens. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse des propositions rapides, honnêtes et concrètes. En ce qui nous concerne, nous, groupe de gauche, sachez en tout cas que nous n'accepterons pas une réforme de la fiscalité locale qui ne nous laissera pas un pouvoir de taux et qui ne sera pas indexé. Que nous n'abdiquerons pas sur notre revendication de la prise en charge financière de la solidarité nationale par l'État. Et enfin, que nous rejetons le pacte de Cahors qui est arrivé au bout de l'absurdité quand, dans le même temps, l'État nous incite à contractualiser et à dépenser plus, tout en incluant ces nouvelles dépenses dans la limite des 1,2%. Je vous remercie. Merci. Merci mon cher André. La parole est à François Sauvadet, président du groupe Droite Centre et Indépendant. Mon cher Dominique, d'abord c'est à toi que je veux m'adresser au nom du groupe, mais aussi au nom de tous les présidents, pour te remercier pour ton engagement et puis d'avoir animé ce congrès d'abord avec un esprit d'avoir un dialogue nourri entre nous, dans le respect des positions de chacun, mais en même temps on a bien vu qu'il y a de fortes attentes. Et donc merci de l'avoir animé. Je remercie aussi Michel Autissier qui nous a accueillis chaleureusement dans ce beau département du Cher. Et puis tous ses services,
tous les services aussi de l'ADF qui ont prévu et voilà, organisé ce congrès. Et puis, chère Jacqueline Gourault, saluez votre présence. Vous êtes ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. On saluera, lorsqu'il arrivera aussi, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Oui, je vous remercie d'être là, Madame la ministre. Pas pour distinguer les absents, mais simplement parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et que le climat n'est pas bon. Il y a pratiquement un an, vous le savez, beaucoup de nos compatriotes, nous l'avons vécu, étaient dans la rue, sur les ronds-points, pour dire leur colère parce qu'ils ont exprimé leur souffrance et manifesté aussi, il faut l'entendre, un sentiment parfois d'abandon, de ne plus être entendu, de ne plus avoir de sens et de réclamer donc une écoute, davantage de proximité. À cette époque, nous avons tous eu le sentiment que chacun avait bien compris au plus haut niveau de l'État que sans les élus locaux, sans les maires, on n'arriverait pas à sortir de cette crise. Les Gilets jaunes sont rentrés chez eux. Et je peux vous dire une chose, c'est que le sentiment de colère, d'incompréhension et d'inquiétude, il est toujours bien présent dans les têtes. Et nous avons une responsabilité commune, État et collectivités, c'est de répondre rapidement à cette angoisse et à cette colère, aussi bien dans les campagnes que dans les quartiers sensibles, sans quoi, je vous le dis, comme je le pense, cela finira mal. Alors on a travaillé avec le gouvernement. Le dialogue a commencé. Et personne ne met en cause ici, Madame la ministre, et je veux le dire publiquement, votre bonne volonté. Mais nous sommes face à une situation qui est incompréhensible. Chaque fois on nous dit, le département, ça compte. On a compris que ça comptait, par rapport à ceux qui, dans la haute structure, continuent à croire qu'on pourrait supprimer une strate. Vous avez dit, ça compte. Mais dans le même temps, chaque fois qu'on vous fait des propositions, en tout cas sur le sens qu'on doit donner à notre action, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Les faits sont là. Il y a un an, on nous a annoncé le plafonnement à 1,2% de nos dépenses. Ce qu'on a appelé à l'époque le contrat de Cahors, qui n'avait de contrat d'ailleurs que le nom. En fait, c'est un plafonnement des dépenses. Alors que un plafonnement, je dis bien, de nos dépenses, alors que chacun sait que nous sommes confrontés à des défis de société considérables pour lesquels le département est en première ligne. Je pense au vieillissement de la population, on en a parlé tout à l'heure, la fracture sociale et ses conséquences, les violences faites aux enfants, la montée aussi des phénomènes psychiatriques chez l'enfant, dans la jeunesse, qui doit être pris en compte et pour lequel l'État est singulièrement absent dans sa réponse, parce que c'est sa responsabilité. Et puis, bien sûr, sans oublier les problématiques liées aux faits migratoires. Le destin, le sort fait aux mineurs non accompagnés, dont nous avons la responsabilité. Et puis des enjeux nouveaux, tu en as parlé, André, liés au changement climatique, problématiques liées à l'eau, la biodiversité, pour lequel nous sommes aussi impliqués avec nos espaces naturels sensibles. Plafonner la dépense, Madame la Ministre, alors que nous avons une évolution de nos missions, c'est incompréhensible. Les défis du nouveau, les défis du futur. Regardez, on déploie du très haut débit, alors qu'on sait qu'il y a 40% de la population française qui ne maîtrise pas l'outil. Qui va répondre à cette question? Si ce n'est les départements, parce que nous sommes au cœur des problématiques territoriales et aux côtés des familles les plus en fragilité. Alors voilà qu'aujourd'hui, après avoir plafonné la dépense, une nouvelle étape. Le Premier ministre nous a annoncé il y a quelques jours le transfert du foncier bâti aux communes pour compenser une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et on nous annonce en même temps son remplacement par une part de TVA, c'est-à-dire par une dotation. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus de levier fiscal. Ça veut dire en clair que nous n'avons plus d'autonomie et que nous allons dépendre des dotations de l'État. Eh bien voilà où nous en sommes, plafonnement de nos dépenses, et en même temps, on nous rigidifie nos ressources au point que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Alors on avait espéré un temps, parce qu'après tout, on a travaillé, on avait espéré que le gouvernement ouvrirait la possibilité, qu'il avait d'ailleurs évoqué un temps, de nous donner une marge de manœuvre avec une possibilité d'augmenter, pour ceux qui le souhaiteraient, de 0,2 les droits de mutation, qui sont une ressource importante, mais, j'insiste sur un point, extrêmement fragile. Nous avons tous en souvenir la crise de 2009, où nous avons vu une chute parfois de la moitié de nos droits de mutation,
Et heureusement qu'on a eu la possibilité de jouer sur les taux du foncier bâti pour continuer de faire face à nos obligations. Heureusement. Là, je ne sais pas s'il y a un retournement de conjoncture qui n'est pas impossible quand on voit la situation mondiale et européenne et la situation allemande aujourd'hui avec une baisse de croissance. Nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement. Et moi, je vous mets en garde, parce que ici, retournement de droit de mutation, tous les départements seront dans le rouge. Tous. Vous m'entendez bien? Tous. Et donc, là encore, on était choqués. Mais je dois vous dire, même surpris et choqués, et tout le monde l'a exprimé hier, tous les présidents de département, de voir que là aussi, sur la possibilité offerte de 0,2 de droit de mutation, qui ne coûte rien à l'État, pour le coup, eh bien, on nous a opposé, là encore, une fin de non-recevoir en disant « circulez, il n'y a rien à voir ». Alors, on nous a appelés souvent à la responsabilité, compris d'ailleurs sur les routes départementales, comme si au quotidien, nous n'assumions pas la sécurité sur les routes. C'est notre responsabilité, les routes départementales. On n'a pas besoin de venir nous expliquer que nous devons rester responsables et qu'on porte notre attention sur la responsabilité qu'on porte. Nous la portons depuis des années. Et croyez-moi, quand il y a un accident ou quand il y a un problème de circulation routière, les usagers de la route se retournent immédiatement pour s'assurer que les conditions de sécurité ou d'annonce des risques étaient bien assurées par nos services. Donc nous assumons la responsabilité. Et nous l'avons assumée en matière financière. J'aurais aimé, Madame la Ministre, que vous soyez là, chère Jacqueline, que vous soyez là quand on a discuté entre nous de la péréquation, ce qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire de la solidarité entre départements. Nous avons assumé cette solidarité. 1,6 milliard d'euros. Ce n'est pas une bagatelle pour ceux qui vont contribuer à aider les autres départements. Ce n'est pas une bagatelle. Et puis ce n'est pas une bagatelle non plus, Pascal qui est là, Pascal Coste, pour ceux qui vont recevoir, être accompagnés. Alors c'est peu de choses, mais c'est une bouffée d'oxygène importante pour ces départements dits ruraux, comme pour les départements qui sont les plus fragiles. Donc on a assumé notre responsabilité. Et c'est nous qui l'avons proposé. Alors, le gouvernement nous dit on va l'inscrire dans la loi de finances. Enfin, franchement, s'il ne l'avait pas fait, c'était vraiment incompréhensible encore plus. Parce qu'on vous a offert la possibilité, après un débat entre nous, d'assurer une péréquation horizontale. Ça s'appelle la solidarité entre nous. Nous l'avons fait jouer. En revanche, moi j'ai regardé le projet de loi de finances comme tous mes collègues, puis d'ailleurs ça nous intéresse fortement. Et j'ai regardé en retour péréquation verticale, c'est-à-dire la prise en compte par l'État des responsabilités que nous assumons pour son propre compte et que nous assumons en proximité, parce que nous sommes la collectivité de la proximité et qu'on sait très bien que ce n'est pas depuis Paris qu'on va gérer tous les problèmes de chaque famille. Donc, on a regardé les chiffres. 1,6 milliard de péréquation horizontale entre nous, 250 millions dans le projet de loi de finances, dont une requalification. Enfin, je vais vous dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, toutes les marques d'affection, mais les deux chiffres, quand on les rapproche, ils sont là. La péréquation verticale, elle se traduit par 250 millions pour 103 départements de France qui sont confrontés à des défis de vieillissement de la population, de prise en compte du handicap, de protection de l'enfance et les politiques nouvelles que nous conduisons parce que nous voulons être présents côté des territoires. 250 millions. La dépense, Madame la Ministre, qu'on veut nous contraindre, la dépense obligatoire ne baissera pas, sauf à nous dire qu'on va remettre en cause des processus de solidarité, mais ça, c'est la décision en appartient à l'État. Elle ne baissera pas. Tout le monde le sait. Elle continuera de croître, quels que soient les efforts d'efficience que nous faisons. Et Dieu sait si nous avons tous engagé des procédures d'efficience, de lutte contre les fraudes diverses, et en même temps la théorie du juste droit pour que la solidarité joue quand un peuple se sent parfois abandonné pour une partie d'entre lui. Le juste droit, voilà ce que nous faisons ensemble, droite-gauche. Ça veut dire des droits et des devoirs. Donc sans faire remettre en cause cette solidarité nationale sur les territoires que nous assumons, eh bien, la dépense augmentera. Aujourd'hui, qui assume les allocations individuelles de solidarité? Vous décidez, c'est le rôle de l'État. Je ne remettrai jamais en cause le rôle du gouvernement à celui de l'État. J'étais moi-même membre d'un gouvernement. On a besoin du gouvernement de la France. On a besoin de l'État. Mais dans le même temps, il faudra qu'on clarifie nos relations. C'est vous qui décidez sur les allocations individuelles de solidarité et leur mise en œuvre. C'est nous qui payons. Pour plus de la moitié. Donc imaginez dans quelle situation on est. Mais
mais même nos compatriotes comprennent très bien ce que je dis. On nous plafonne la dépense, on nous augmente les allocations individuelles, ce qui est légitime, et la différence, l'augmentation, c'est nous qui l'assumons avec les moyens locaux, pour la moitié d'entre elles. Ce n'est pas une bagatelle, c'est 9 milliards dont je parle, sur les 19 milliards d'allocations. Donc vous voyez qu'à un moment donné, ça va coincer. Quand en plus on n'aura plus de marge sur les ressources, vous savez, on est face à une vraie difficulté. Et si nous sommes tous là, le président de département, à exprimer le même message, qu'on soit de droite, de centre, des indépendants, de gauche, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Et c'est un problème pas de nous, pas de nos collectivités ou de leur gestion, c'est un problème d'avenir de la France. Il faudra que le gouvernement nous dise quelle France il veut et quels sont les moyens qu'il se donne pour cette France territorialement plus équilibrée, qui souffre dans sa ville, qui souffre dans sa campagne. Et le département, c'est celui qui, jusqu'à preuve de contraire, est le seul qui fait le lien entre la ville et la campagne sur un même espace qui s'appelle le département. Qui le fait d'autre ? Et notre incompréhension est d'autant plus grande que vous nous sollicitez, c'est légitime, et j'en suis heureux, parce que vous reconnaissez le rôle plan pauvreté. On a tous été au rendez-vous. Tous. Parce que c'est nécessaire de lutter contre la pauvreté et la précarité. On connaît les violences faites aux enfants. On connaît le lot de souffrance que ça conduit sur les violences faites aux femmes. On les vit, on les voit, on les regarde, on les entend, on les protège. Et c'est nous qui l'assumons directement avec nos agents, auxquels je tiens aussi à rendre hommage, parce que quand on parle, ce n'est pas simplement de nous les élus, ce sont des centaines de milliers de personnes qui au quotidien sont au cœur des problématiques de la France. Vous souhaitez qu'on aille davantage vers la contractualisation, c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée si ce n'est pas une mise sous tutelle. Si la contractualisation, c'est prendre en compte la diversité comme étant une chance donnée de mieux agir demain pour la France. C'est ça la contractualisation. Si c'est une mise sous tutelle pour nous dire tout le monde a la même toile circuler, il n'y a rien à voir comme c'était les pratiques jusqu'à présent, je peux vous dire qu'on va réfléchir à 2 fois avant de s'y engager. Surtout qu'il n'y a pas les compensations financières à la clé. Moi, vous savez, monsieur le ministre, qui est ici, on nous a annoncé un plan, des moyens, une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Oui. Oui, l'État, le gouvernement est dans son rôle de proposer une stratégie. Mais quand je regarde, là encore, que vous annoncez sur 103 départements, tout le monde peut y accéder s'il le veut. Alors dans quel cas, vous allez faire un tri. En tout cas, moi j'aimerais que ce soit offert à tous les départements. 80 millions. Non, mais je vous dis mon souhait. Après, monsieur le ministre, ce serait dans votre rôle de me répondre et de me dire la portée de ce que vous voulez faire, parce qu'en face, vous mettez 80 millions, plus 20 millions. Enfin, 80 millions. C'est ce qu'on fait, nous, dans un seul département pour la protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la France ? Non, mais je dis les chiffres. 80 millions. Alors après, on nous dit, ce sera 100 ou 150. Mais on nous met dans une forme d'impasse. Et vous savez, quand on affiche de grandes ambitions et qu'on n'en met pas les moyens, c'est de son fossé que se creusent les désillusions et que se nourrissent les extrémismes et les impatiences d'un peuple. Et si on a envie de vous parler avec autant de sincérité et d'engagement, c'est parce qu'on a une pleine conscience tous. Vous aussi, Madame la Ministre, j'en suis sûr. Vous n'êtes pas une élue extraterritoriale. Nous savons tous que nous sommes dans un pays et dans un contexte social et territorial tendu, où l'on nous attend sur de nouvelles politiques aussi et sur de nouveaux défis. Je vois le ministre de l'Éducation, vraiment, j'ai apprécié de travailler aussi avec vos services, nous l'apprécions tous, en matière de jeunesse, de sport, de culture, de changement climatique, d'alimentation, de circuits locaux, d'ingénierie de communes, d'intercommunalité. Qui le fait aujourd'hui, si ce n'est le département, accompagné parfois par l'État, et on aimerait que ce soit plus confiant. Alors j'ai une question à poser, moi, au gouvernement et au Premier ministre, au Président. Comment il envisage de répondre dans la durée aux problématiques et aux enjeux de société en proximité ? On répond des concentrations. Avec quels moyens humains ? On sait très bien aujourd'hui que l'État affiche son objectif de réduire ses effectifs, c'est légitime pour faire face au déficit. Mais dans le même temps, renforcer la présence territoriale, comment ? On a vu l'agence de cohésion, il faut qu'on travaille très vite avec les départements, et une agence de cohésion territoriale, elle doit être sur le terrain.
Si c'est pour regrouper 2-3 organismes à Paris, j'étais ministre de la fonction publique, avec 400 personnes, je ne suis pas sûr que la portée par le peuple soit aussi saisissante que l'annonce qui en a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? Parce que vous allez vous dire, bon, c'est très bien, vous pointez du doigt les difficultés. Qu'est-ce qu'on vous demande, Madame la ministre? Mais pas à vous, vous comprenez bien. On a de l'affection pour vous, alors on n'est pas là pour vous. Non, mais je le dis parce que... Je le dis, c'est pour ça que je parle du président de la République et du Premier ministre, parce que il y a des arbitrages. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Enfin, vous le vivez. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? On vous demande tout simplement la capacité d'agir dans les missions qui nous sont confiées par la loi et dans celles dans lesquelles nous voulons répondre à nos compatriotes pour ne pas que le sentiment d'exaspération du peuple se développe et qu'on finisse dans un pays où l'extrême droite va arriver au pouvoir. Oui, c'est vrai. Parce que quand on vous dit tout ça, et je vais terminer là-dessus parce que je vois l'impatience de notre président et je ne veux que lui être agréable. Notre président, je parle de la République aussi d'ailleurs, hein, et si l'inverse pouvait être vrai... Bon, quand on vous dit tout ça, vous avez bien compris, on a créé Territoires Unis, on a lancé cet appel. Je salue Renaud Muselier, le président des régions, enfin, le président, oui, par intérim, il y a une démission, mais il va l'être confirmé, qui est ici. On a créé Territoires Unis, et je veux vraiment remercier Dominique et tous les responsables publics. Si on a lancé cet appel, c'est parce qu'on a une conviction profonde. C'est que les maires, les conseils départementaux, les conseils régionaux, nous savons que pour répondre aux attentes des habitants concrètement, pour le montrer que nous sommes à leur côté, à primer une direction, eh bien, on doit être là présents ensemble. Et nous avons la conviction profonde que la proximité et les libertés locales sont les clés essentielles de la réponse au mal-être ambiant. Alors oui, on veut une nouvelle étape de la décentralisation, une vraie étape de la décentralisation, dans un dialogue nourri avec l'État que nous appelons de nos voeux. Donner les moyens, vous savez, donner les moyens d'agir aux collectivités, ce n'est pas affaiblir l'État, c'est au contraire renforcer la démocratie, c'est au contraire renforcer la République de proximité, c'est au contraire tenir compte de la diversité des territoires qui font la richesse de la France et sa notoriété mondiale. Nous, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, nous sommes des élus de la République, responsables. Nous n'avons pas vocation à devenir les sous-traitants de l'État. Ça a été dit comme cela par beaucoup de nos présidents de département. Alors, c'est par une main tendue, Madame la ministre, que je voudrais que vous transmettiez au gouvernement, au président, ne fermez pas la porte de ce nouvel élan. Ouvrons ensemble un nouveau chapitre de vrai dialogue. Ouvrons un nouveau chapitre qui aura pour lettre C comme confiance. Confiance dans le respect des exigences partagées et dans le respect du suffrage universel, dont nous sommes aussi issus. Il y a une urgence, tout simplement, pour que vive mieux la République et que vive mieux la France. Merci, merci mon cher François de commander de ces deux brillants et vigoureux témoignages. Je voudrais, avant d'accueillir les membres du gouvernement qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence, remercier une nouvelle fois Michel Autissier, en votre nom à tous, tous nos collègues du Cher, pour leur accueil. Cher Michel, tu as mis la barre très haut et donc... dans un port de mer, La Rochelle, l'an prochain, aura lieu notre 90e congrès. J'aurai certes la mer, mais j'aurai du mal. Nous aurons du mal avec nos équipes à être aussi brillants dans l'accueil que tu l'as été. Merci infiniment. Et merci aux équipes de l'ADF et aux équipes de tes
du département du Cher de leur implication. Merci à vous, Madame la ministre des collectivités, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le ministre cher Adrien, de votre présence. Merci à Renaud Muselier, futur post-président de la région de France, à Éric Verlac qui représente l'AMF après Philippe Laurent hier, dans le cadre de Territoires Unis. Je ne vais pas vous redire, mes chers collègues, je ne vais pas vous refaire une deuxième fois le discours d'ouverture d'hier matin. Je voudrais simplement, vis-à-vis des membres du gouvernement qui nous font l'amitié de leur présence, rappeler quelques points et vous demander de voter la motion qui a été adoptée à l'unanimité par notre bureau. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, cher Jean-Michel, d'abord à titre personnel, je voudrais vous dire combien j'apprécie et combien tous les républicains, dans l'intégralité du mot, apprécient vos propos sur la laïcité. Ce sont des beaux propos pour la France. Soyez-en fortement remerciés. Alors, dans le cas de la décentralisation des lois à venir, nous aurons des choses à nous dire concernant le système éducatif, en particulier les départements. Nous armons les collèges en personnel, en matériel, en numérique, en bâtiment. Le sport scolaire, beaucoup de choses, nous le faisons ensemble, les conseils des jeunes, les cadets de la sécurité civile. Je voudrais vous rappeler deux toutes petites demandes des départements. Nous avions déjà présenté il y a 2 ans au Congrès de Marseille. La première, c'est une de bon sens. Nous armons les collèges par nos personnels, par nos crédits. Nous voulons y faire des circuits courts pour nos agriculteurs, pour nos producteurs. Nous voulons initier nos enfants à la nourriture bio, mais nous avons dans certains cas des gestionnaires de collèges qui nous font un bras d'honneur. Nous sommes des personnels de l'État, c'est votre argent, c'est vos personnels, mais c'est moi qui est le chef. Donc nous vous demandons tout simplement de transférer aux départements et aux régions les gestionnaires des établissements. Ça me paraît simple. Vous aurez une petite grève. Enfin, vous y êtes habitués. Un bon ministre de l'Éducation nationale fait des réformes, et comme il fait des réformes, il y a des grèves. J'ai connu ça au ministère des Transports et dans d'autres lieux. Et on finit toujours par faire en sorte que le bon sens puisse l'emporter. Une deuxième demande également, alors, elle va vous apparaître infinitésimale, mais elle est l'illustration de la complexité administrative française. Je suis principal d'un collège à Bourges, monsieur le maire, monsieur le président, et je veux ouvrir mon collège le soir, par exemple pour faire de l'inclusion numérique, dans le cadre des plans très haut débit que nous déployons, ou pour faire venir un club qui s'occupe d'échecs, en tout cas d'une action. Eh bien, je dois demander au président du département, si je suis principal de collège, au président de la région, si je suis proviseur, l'autorisation par une délibération de son assemblée pour recevoir les voisins au coin de la rue. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire en sorte que le principal ait l'autonomie et ne nous demande pas de délibérer à longueur de nos commissions permanentes pour des choses aussi simples, aussi évidentes que d'ouvrir nos collèges sur la vie. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les principaux qui appuient nos collègues dans le déploiement du très haut débit, dans les missions d'inclusion numérique, car nous avons besoin de collèges parfois ouverts en dehors de leurs heures de cours pour pouvoir faire de l'inclusion numérique, non pas simplement au service des collégiens, mais au service de tous nos concitoyens. Madame la ministre des collectivités, chère Jacqueline, d'abord merci d'avoir courage de venir rencontrer une assemblée qui, tu l'as compris, n'est pas forcément acquise. Pour rappeler quelques points, je reviendrai sur les AIS, les MNA et les petits 11 milliards qui nous manquent chaque année, c'est compris dans la motion que je vais lire dans un instant. Sur la vitesse, sur les routes, on n'est pas des bœufs. Moi, j'ai été pendant 5 ans en charge avec le ministre de l'Intérieur, avec 2 présidents de la République de la sécurité routière. Et nous sommes passés, grâce au président Chirac, de 8 000 morts à 4 000 morts, parce qu'il en a fait avec le cancer une grande cause nationale. Mais aujourd'hui, faites-nous confiance. Chaque président de département va consulter les gendarmes, la police nationale pour les voies qui sont en zone de police, les pompiers, les maires, et ensuite ils prendront leurs décisions. Et il n'y a pas un président
qui est un démago du café du commerce, qui fera du 90 à l'heure pour faire plaisir au café du commerce, parce que chaque président de département, chaque élu départemental est responsable en matière de sécurité routière et veut faire cesser la tuerie sur notre réseau routier, naturellement. Sur quelques points, avant de lire la motion, mais très vite, vous dire, Madame la Ministre, que nous avons été choqués par la manière dont s'est passé le débat sur les contrats de plan. Le gouvernement a décidé de poursuivre de 2 ans la partie infrastructure des contrats de plan. C'est bien légitime puisque le taux d'exécution, et le gouvernement actuel n'en porte pas la responsabilité seul, n'est que de 20% en matière d'infrastructure routière et surtout ferroviaire. Mais voir arriver nos préfets avec naturellement toute la courtoisie, ils en étaient eux-mêmes gênés, nous demandant en moins de 8 jours avant le 11 octobre de donner notre copie pour les contrats de plan, alors qu'on sait bien qu'après, pendant 1 an, ça va discuter au niveau de l'État, franchement, c'est choquant. Et franchement, nous n'avons pas pu nous tourner vers les intercommunalités, vers les maires des communes. Ce n'est pas, Madame la Ministre, de la bonne gouvernance. On ne fait pas les contrats de plan État-région qui comptent pour l'avenir de la France en demandant au département de se prononcer dans les 10 jours parce que les préfets ont reçu injonction de transmettre à leur préfet de région. Et tout ça n'est pas de la bonne gouvernance. Et je vous remercie par avance de bien vouloir dire à Monsieur le Premier ministre que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et d'ailleurs, nous avons bien le sentiment que nos préfets étaient en difficulté pour nous demander des délais aussi courts. Loi Lecornu. Discussion actuellement au Sénat. Nous en suivons les débats, comme nous suivons les débats ce matin à l'Assemblée, naturellement sur les aspects du PLF. Je voudrais simplement dire que ça ne coûterait pas grand-chose de prendre quelques-uns de nos amendements de correction de la loi NOTRe dans la loi Lecornu, même si elle concerne les communes. Alors Sébastien Lecornu nous a adressé une lettre cette nuit. Je vais transmettre dès cet après-midi à mes collègues en faisant part d'un certain nombre d'amendements qui ont été rajoutés et qui concernent en particulier l'action agricole, ou ce que j'appelle l'amendement Viola, c'est-à-dire la possibilité quand il y a une catastrophe naturelle que le département tout de suite, alors que la région en a les responsabilités, se porte sur le plan économique. Mais franchement, je vous le dis, puisque la discussion ensuite se fera à l'Assemblée nationale, je le dis aux députés qui nous font l'amitié de leur présence, pour prendre quelques amendements de correction de la loi NOTRe, sur lesquels tout le monde est d'accord, qui font l'objet de propositions de loi au Sénat depuis maintenant 2 ans, dans la loi Lecornu, sans attendre le texte décentralisation de l'État en septembre 2020, ce serait de bonne politique et ça mettrait un peu d'huile dans les rouages grippés. Un mot également sur Cahors. D'abord, ce n'est pas un pacte, puisque quelque chose qui est imposé n'est pas signé, sauf par ceux qui ont signé dans leur département, leur collectivité. Le pacte de Cahors, il n'a été signé pour les départements que par une minorité et parfois, avec tristesse, par un certain nombre de nos collègues. Mais j'en discutais tout à l'heure avec Adrien à propos du plan pauvreté. Figurez-vous, Madame et Messieurs les ministres, que quand nous abondons le plan pauvreté, c'est-à-dire que la part que l'État nous rajoute pour mener le plan pauvreté, nous l'abondons localement. Eh bien, certains préfets mettent la somme supplémentaire dans le 1,20 et donc soumise à leur appréciation, et d'autres ne le font pas. Ce n'est pas normal que la République fonctionne comme ça. Ou c'est dans le 1,20, ou ça ne l'est pas. Mais il devrait y avoir, quand nous abondons le plan pauvreté, naturellement, la prise en compte par chaque préfet du fait que notre part ne doit pas être dans le 1,20, puisque c'est une politique nouvelle de l'État à laquelle nous nous associons et que nous n'en avons pas à en supporter le courroux, dans certains cas, avec, dans chaque département d'ailleurs, des appréciations différentes. Enfin, un dernier mot sur la décentralisation, avant de passer au vote de la motion. Madame la ministre, chère Jacqueline Gourault, nous vous avons fait, depuis le mois de juin, beaucoup de propositions. Ici, beaucoup de collègues ont mené des groupes de travail sur la transition énergétique, sur le médico-social, sur l'éducation nationale, sur l'habitat, sur le médico-social, voilà, nous avons fait beaucoup de propositions. Nous en avons fait aussi ensemble Territoires Unis, global, région, département et communes. Voilà, maintenant nous avons commencé à discuter avec vous, nous sommes venus vous les présenter. Nous les présentons aux différents membres du gouvernement, mais je vous en conjure, ne nous décevez pas.
Ne faites pas une décentralisation qui serait en deçà de la décentralisation de fer ou en deçà de la décentralisation Raffarin. La France crève d'un excès de centralisation. Et nous avons vraiment besoin, dans le texte que vous porterez en 2020, et nous vous y aiderons de tout notre cœur, que ce soit une vraie décentralisation, pas une décentralisation placebo, et que nous soyons soutenus sur ce point par la totalité du gouvernement. J'en viens maintenant au vote de notre motion. Je demanderai simplement que ne participent au vote qui sera par acier et debout que naturellement les collègues qui représentent ici un département en tant qu'élus. Cette motion a été rédigée par notre bureau lors de sa réunion d'avant-hier. Les présidents des départements de France réunis à congrès à Bourges les 16, 17 et 18 octobre refusent le projet de réforme fiscale imposé par le gouvernement. À cette occasion, ils ont réaffirmé dans l'unité et l'unanimité leur demande de respect impératif de leur autonomie financière et de leur liberté fiscale. Le dispositif de compensation de la perte de la taxe sur le foncier bâti, TFB, à travers l'attribution d'une fraction de TVA, nie totalement le principe fondamental d'autonomie financière et ne tient aucunement compte du dynamique respectif de ces deux ressources. Ainsi, les départements, collectivités dont les dépenses dépendent le plus étroitement de la conjoncture économique, se verraient subitement privés du pouvoir de taux. Quant au fonds de compensation proposé par le gouvernement, d'un montant de 250 millions d'euros, dont 115 déjà acquis, c'est l'ancien fonds de stabilisation, il reste très insuffisant au regard des dépenses engagées pour le compte de l'État par les collectivités départementales, qui s'élèvent à 11 milliards d'euros, 9 milliards pour les AIS, 2 milliards pour les mineurs non accompagnés. Le compte n'y est pas. L'Assemblée des départements de France déplore donc la politique du fait accompli du gouvernement par cette réforme inadmissible de la fiscalité locale. La concertation proclamée Urbi et Orbi s'est résumée à un monologue gouvernemental. Les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les départements ne conservent pas une liberté fiscale. De plus, et de ce fait, nous regrettons vivement que notre demande de déplafonnement des DMTO, droits de mutation, ait été rejetée. En privant les départements de la seule source sur laquelle ils peuvent exercer un pouvoir de taux, et en la remplaçant par une fraction de la TVA forcément tributaire de la conjoncture, le gouvernement accroît sa tutelle sur une collectivité de proximité et d'équilibre des territoires. Par ailleurs, la dette de l'État à l'égard des départements reste entière. En effet, la solidarité de l'État, qui n'assume pas depuis des années, ça n'a pas attendu ces gouvernements, c'est un commentaire personnel, ni même ceux auxquels j'ai participé d'ailleurs, la solidarité de l'État qui n'assume pas depuis des années sa contribution financière en la matière d'AIS et de MNA n'est toujours pas au rendez-vous. Alors que les départements ont su faire preuve d'une solidarité sans faille entre eux, en créant un fonds de péréquation interdépartementale, il est temps que l'État cesse de décharger sur eux de plus de 11 milliards d'euros chaque année et qu'il assume totalement son rôle en matière de solidarité nationale. Le gouvernement doit également revoir la lettre et l'esprit du pacte de Cahors. Il ne peut y avoir de contractualisation des politiques sociales départementales si les dépenses nouvelles induites ne sont pas exclues de ces pactes. L'État ne peut plus nous inciter d'un côté à dépenser toujours davantage et de l'autre nous sanctionner. Les départements refusent donc leur asphyxie financière à brève échéance. Enfin, ils réclament un nouvel acte de décentralisation concret qui doit être accompagné des moyens nécessaires pour assumer leurs compétences et leurs politiques publiques au service des territoires et de la France. Ce combat est celui de nos libertés, c'est celui de l'ADF, c'est celui de Territoires Unis qui rassemble tous les élus régionaux, départementaux et communaux. Voici cette motion. Je vais demander à celles et ceux qui l'approuvent de bien vouloir se lever s'ils ont naturellement la possibilité de voter. J'observe les élus présents.
Et j'observe de ce fait que pour les élus qui représentent les territoires, elle est ainsi adoptée et je vous en remercie. Et chers amis, je donne avec plaisir maintenant la parole à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui nous rejoint. Le département du Nord s'abstient sur cette motion. C'est quelque chose que nous avions subodoré, cher Jean-René, mais je te remercie pour tout le travail que tu fais à la tête de notre commission des finances par ailleurs. Cher Jean-Michel, Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud, monsieur le ministre, cher Adrien Taquet, monsieur le président, cher Dominique Bussereau, madame la préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, monsieur le président, cher Renaud Muselier, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des conseils départementaux de France, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, madame la rectrice, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis évidemment très heureux et très honoré d'avoir à m'exprimer devant vous. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois que vous m'invitez, je réponds avec grand plaisir, parce que j'ai tout simplement du bonheur à m'exprimer devant les départements de France. Avant de venir ici, j'étais dans une commune rurale du Cher, qui s'appelle Sancoins. Très belle commune, typique des difficultés du monde rural de la France d'aujourd'hui. Dans une très belle école, en réseau d'éducation prioritaire, parce qu'on peut être et du monde rural et en réseau d'éducation prioritaire, avec des classes de CP et de CE1 dédoublées, de nouveaux dispositifs pour la réussite des élèves, agissant sur la dimension éducative, mais aussi sur la dimension sociale. Et j'ai vu tout simplement des élèves qui progressaient et des professeurs qui nous disaient à quel point ces progrès étaient supérieurs à ce qui existait avant les années de ces politiques publiques. J'ai vu une France en difficulté, et j'ai vu aussi une France optimiste. J'ai vu des acteurs unis, des élus notamment, mais des fonctionnaires aussi, et bien entendu des familles qui étaient heureuses de ces politiques et qui voyaient qu'on pouvait progresser ensemble. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis venu, c'est-à-dire un esprit d'unité, parce que dans mon esprit, il n'y a pas les communes, les départements, les régions, l'État, il y a tout simplement la France, cette France dont nous sommes redevables vis-à-vis de nos concitoyens, puisque nous avons des responsabilités publiques. Et dans des moments comme celui-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, mais aussi le moment historique dans lequel nous sommes, il est très important d'être dans cet esprit d'union. Et c'est de cette union et de notre pays que je voudrais vous parler, sans pour autant me dérober par rapport aux questions très concrètes qui ont été posées. Mais ce n'est pas parce qu'on a une vision globale complète de notre pays que pour autant on n'en a pas une vision concrète sur ces problèmes du quotidien. Je crois même que c'est parce que l'on a cette vision partagée qu'on peut résoudre les problèmes concrets. Et je voudrais d'abord vous dire, comme je vous l'avais dit quand j'étais déjà venu, et comme je le disais avant d'être ministre, à quel point je considère le département comme une structure extrêmement importante. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à vous toutes et vous tous qui êtes là. J'entends bien que ce sont forcément des paroles agréables. D'abord parce que je le pense profondément, que j'ai même écrit sur ce point lorsque je faisais du droit constitutionnel. Je le dis aussi tout simplement parce que je crois que le département est une structure fondamentale de la France. Pour des raisons historiques évidentes. Le département, chacun le sait, est fils de la Révolution française. La fête de la Fédération, en 1790, a consacré à la fois le département et l'unité de la France. Et nous savons que le département a été conçu initialement dans cet esprit des Lumières qui supposait une vision rationnelle du territoire, tout en tenant compte de son histoire, de ses caractéristiques. Et donc c'était le mariage entre l'histoire de France et la rationalité universelle. Et cet héritage des Lumières, il est absolument fondamental. Et je suis bien d'accord avec vous, je suis vraiment bien d'accord avec vous, nous en avons besoin. Le département, c'est en effet une échelle humaine, une échelle, vous l'avez dit, cher François Sauvadet, qui permet de réunir à la fois le monde rural et le monde urbain, et une échelle qui est au plus près du territoire. C'est vrai lorsque l'on considère l'action des conseils départementaux, c'est vrai aussi lorsque l'on considère l'action de l'État à l'échelle départementale.
Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai veillé depuis que je suis arrivé à redonner du pouvoir à cet échelon départemental pour ce qui concerne les services déconcentrés de l'État. Je crois beaucoup aux inspecteurs d'académie, pour le dire ainsi, et à leur administration. Nous avons à la remuscler. Et je n'oublie pas aussi que je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et qu'à ce titre, nous pouvons avoir une action plus systémique, plus complète pour les jeunes, en réunissant les fonctionnaires de l'Éducation nationale, ceux de la jeunesse et des sports, pour, avec les collectivités locales, être plus efficaces pour nos enfants et nos adolescents. Et c'est un exemple, parmi bien d'autres, de ce que l'on peut trouver de la pertinence de l'échelle départementale. Je suis donc totalement convaincu de l'échelle départementale, et je n'ignore pas que parfois tenir un discours favorable au département, en dehors d'ici, dans toutes sortes d'enceintes, peut apparaître comme un discours du passé. Il y aurait une modernité de certains échelons du territoire, et puis il y aurait un archaïsme d'autres échelons du territoire. Et ce que j'observe, c'est que ceux qui considèrent le département comme archaïque sont les mêmes qui considèrent l'État comme archaïque. Parce qu'il y a une fraternité, que j'ai rappelée, qui remonte au moins à la fête de la Fédération, entre cet échelon étatique fondamental et l'échelon départemental. Et on ne doit jamais opposer les différents échelons, parce qu'on a besoin de la commune, on a besoin du département, on a besoin de la région, on a besoin de l'État, on a besoin de l'Europe, et ce n'est pas un millefeuille lorsque l'on additionne ces éléments, je ne le crois pas. Je pense qu'au contraire, c'est par la coopération entre ces échelons que l'on peut y arriver. C'est pourquoi, et j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que notre philosophie en matière de décentralisation et de déconcentration, mais Jacqueline Gourault le dira avec plus d'éloquence et plus de précision que moi, je crois que c'est cette articulation qui représente la décentralisation moderne et la déconcentration moderne, et qu'il y a beaucoup d'objets à la fois de coopération et d'unité entre nous. Et je pense que plusieurs des problèmes que vous avez mentionnés, je reviendrai sur certains d'entre eux, sont des problèmes qui peuvent trouver des solutions par cette vision moderne de la décentralisation et de la déconcentration. Les Français sont viscéralement attachés à leur département. Les écoliers de France ont encore vocation à apprendre leur existence et à les connaître. Et les Français, évidemment, veulent que nous ayons cet esprit d'unité. Mais puisque nous parlons du département, puisque nous parlons de l'unité nationale, je voudrais dire quelques mots, un peu comme vous m'y avez invité, Monsieur le Président, pour dire à quel point derrière tout cela, c'est le concept de République qui nous unit. La République, c'est ce qui nous rassemble. La République, c'est notre bien le plus précieux. Et là aussi, je n'ignore pas que dans certains cénacles, certains voudraient que ce mot de République soit un mot du passé. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que je crois. Et je crois que c'est aussi ce que j'ai en partage avec vous tous. Ça transcende tous les clivages politiques. Nous sommes unis par la République. La République, c'est notre bien commun. Et la République, c'est aussi notre originalité française. La République, c'est un modèle français, mais c'est un modèle qui marche bien aussi dans d'autres pays. La République, ça n'est pas le modèle de tout le monde. Si je regarde un pays qui est en train de quitter l'Union européenne en ce moment, qui est un pays ami, c'est une démocratie, incontestablement, c'est même une des mères de la démocratie, et un modèle démocratique. Ça n'est pas une république. Et c'est une société qui a fait le choix, que chacun peut constater en se déplaçant en Angleterre, de la juxtaposition des communautés. Ce n'est pas le modèle que nous voulons, et en tout cas certainement pas le modèle que ce gouvernement veut. Nous ne voulons pas la juxtaposition des communautés, nous voulons une république de citoyens égaux, et les départements sont la garantie de cette vision de l'égalité des citoyens. Dans ce moment très particulier, et au moment où parfois certaines forces en veulent à la solidité de notre unité, parfois cette unité est remise en cause, et où parfois nos divisions, qui ne sont pas les divisions les plus importantes, peuvent contribuer à remettre en cause cette unité. Je pense que plus que jamais, nous avons besoin d'une république sereine. L'idée de république n'est pas un concept vain, et c'est certainement pas un concept vieillissant. C'est un concept, au contraire, très opératoire pour le XXIe siècle. Au moment où l'individualisme parfois triomphe, au moment où le communautarisme cherche à s'imposer, nous avons un concept de très grande valeur qui nous est légué par l'histoire et que nous avons vocation à faire vivre. Et ce concept va évidemment avec notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et il se trouve que la Troisième République y a ajouté un concept clé pour que nous vivions ensemble et que nous voyons tous notre liberté de conscience respectée, sans la pression de quiconque. Et ce principe, c'est le principe de laïcité.
Ce principe de laïcité, il a plus d'importance que jamais. C'est un principe de neutralité religieuse de l'État, tout particulièrement dans le champ scolaire. C'est aussi dans le champ scolaire un principe de neutralité politique et religieuse. Et la République, mesdames et messieurs, c'est un acte de confiance absolue dans la nature humaine. C'est la meilleure garantie d'avoir une égalité des citoyens, indépendamment des religions, indépendamment de toutes les sortes d'appartenances. Et indépendamment, bien entendu, aussi de nos appartenances territoriales. Car la République, c'est ce qui fait que nous sommes tous des Français égaux. La République, c'est bien sûr des institutions, et c'est bien sûr un droit. Mais c'est aussi un principe qui est un principe spirituel, parce que c'est celui qui nous relie. C'est le principe du contrat social. C'est ce qui nous rassemble dans un projet collectif, dont la finalité est l'émancipation de chaque personne. C'est pourquoi les notions de citoyenneté, d'égalité, de laïcité sont consubstantiellement liées à la notion de République. Et que si l'on fragilise l'un de ces concepts, on fragilise la République. En 1789, le peuple souverain a décidé de mettre un terme au privilège de naissance. Il a décidé de donner un état civil à tous. Il a proclamé que l'appartenance à la nation était supérieure à tout. Et depuis ce jour, nous avons proclamé que ce qui nous rassemble doit toujours l'emporter sur ce qui nous divise. Oui, la République, c'est aussi un droit à l'indifférence à certains facteurs. C'est l'indifférence à la couleur de la peau, c'est l'indifférence à la religion, l'indifférence aux origines, l'indifférence à la sexualité. La République, c'est la communauté unie des citoyens égaux, libres, fraternels, qui partagent une même loi, une même langue, un même respect pour la conscience de chacun. On n'entre pas dans la citoyenneté par sa communauté, on entre dans la citoyenneté par l'universel, c'est-à-dire ce qui nous rapproche, ce qui nous relie, et ce qui nous relie plus que la raison, la chose la mieux partagée, pour reprendre les mots de Descartes. La laïcité française, c'est de dire que l'espace public est un espace de raison, où l'on doit échanger de manière rationnelle et argumentée, entre citoyens égaux, femmes et hommes. Pour toutes ces raisons, l'école est au cœur de la République. Et l'école est ce qui a consolidé la République. Là aussi, la Troisième République a été décisive. Et il ne suffit pas de faire des commémorations, il ne suffit pas de célébrer des anniversaires en nous félicitant de l'œuvre de nos ancêtres. Nous devons évidemment faire vivre, en toute modernité, ces concepts. C'est pour ça que nous avons fait le choix que nos enfants suivent les mêmes enseignements et que tous nos maîtres soient payés par l'État. Si nous considérons et si nous nous félicitons d'avoir un service public de l'éducation nationale, nous devons évidemment en tirer toutes les conséquences. Ce choix est assez original à l'échelle du monde. C'est d'ailleurs pour cela que les Français sont si regardés et que ce modèle apparaît parfois comme très original. Ce caractère original ne signifie pas qu'il est unique ou qu'il est archaïque. Parce que je connais bien des pays qui s'inspirent de ce que nous faisons. Et je connais aussi des pays qui aujourd'hui regardent certaines réformes françaises et ont envie de faire les mêmes. Nous devons être fiers de cela. Nous ne devons pas avoir l'impression d'être arc-boutés sur un modèle du passé, mais au contraire d'avoir les outils pour le monde de demain. Et à l'échelle européenne, je pense que cette approche est absolument décisive et je suis conforté par cela, par mes dialogues avec mes collègues européens, notamment de l'Europe continentale. Je pense par exemple à mes collègues allemands, avec qui j'ai parlé évidemment des questions de laïcité. Et croyez-moi bien, le sujet de la laïcité n'est pas vu comme un problème français, c'est vu au contraire comme un atout français pour certaines questions de société. Notre esprit libéral, au cœur même du projet républicain, nous pousse à convaincre plutôt qu'à contraindre. Et c'est très bien ainsi. Notre République est parfois confrontée à de nombreux défis. Il n'y en a pas qu'un seul. J'ai parlé de l'individualisme. Il y a l'instrumentalisation des passions et du ressentiment. Il y a l'expression de la pensée qui est malmenée par une langue qui n'est pas assez maîtrisée. Et on voit bien le rôle de l'éducation lorsque le manque de logique oblitère le débat public, le cynisme, l'avidité, la haine grégaire que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux, le fondamentalisme religieux, la haine de soi, qui existe aussi parfois dans notre pays et qui nous rend complices de certains de nos adversaires, la violence parfois entre les citoyens. Tout ceci sont des maux de notre époque. Et ils ont une réponse. Et cette réponse tient en un mot, et c'est le mot de République. Et encore une fois, c'est ceci qui nous unit. C'est par l'école qu'on peut d'abord construire une société sereine, apaisée, fraternelle, en un mot, une société républicaine, une société qui soit une société de confiance, où chacun se respecte, où chacun a le droit de défendre ses idées,
où chacun a sa place parce qu'il a l'essentiel, des connaissances et des valeurs, où chacun éprouve le sentiment le plus élevé qui soit, qui est la gratitude à l'égard de l'école de la République, parce qu'elle déjoue les fatalités de la naissance. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas simplement des maîtres d'ouvrage de bâtiments qu'on appelle collèges. Vous n'êtes pas simplement des personnes qui engagent des dépenses pour offrir aux élèves des locaux pour étudier, ou des personnels pour que la vie scolaire soit meilleure. Vous êtes, avec vos compétences et au-delà de vos compétences, des bâtisseurs de République. Chaque moyen dépensé contribue à l'œuvre collective. Et cette œuvre collective, nous la partageons. C'est pour ça que nous sommes d'abord et avant tout en situation de coopération. Et cet état d'esprit permet de répondre aux problèmes concrets que vous avez soulevés. Je ne crois pas, pour ma part, qu'une nouvelle étape de décentralisation puisse se traduire par une sorte de prolongation des courbes des décentralisations précédentes. Nous avons, au cours des décentralisations précédentes, réussi des dévolutions de compétences qui, pour la plupart, sont des dévolutions réussies, même s'il y a certainement des ajustements nécessaires. Et c'est évidemment Jacqueline Gourault qui a la science de ces choses. Mais nous avons à avoir une vision de la décentralisation nouvelle, articulée à notre vision de la déconcentration, qui accentue les coopérations entre l'État et les départements. Et pour ma part, dans mon domaine, j'y suis tout à fait prêt. C'est vrai pour beaucoup de sujets, certains que vous avez évoqués, d'autres non. Je prends plusieurs exemples. Le sujet de l'environnement. La question de l'environnement est évidemment désormais centrale dans nos sociétés. Vous le savez, l'éducation nationale en a fait la priorité de la rentrée 2019. Ça signifie qu'au moment où je vous parle, 250 000 éco-délégués ont été élus dans les collèges et lycées de France, c'est-à-dire de jeunes élèves qui se responsabilisent sur les enjeux de l'environnement. Des élèves qui vont faire des propositions pour l'évolution de leur environnement. Par exemple, nettoyer autour des établissements, créer des potagers, créer des ruches, autant de choses que vous faites déjà par des initiatives extrêmement intéressantes. Dans le cadre de Label, cette action pour l'environnement, elle va se développer. Vous avez aussi des initiatives, notamment on voit se multiplier les circuits courts pour les cantines. On voit des souhaits que vous avez exprimés, Monsieur le Président Buchereau, sur ce type de sujet. Eh bien, j'entends votre frustration quand vous considérez que notre administration n'est pas assez fluide pour la mise en œuvre de cela. Je ne suis pas certain que cela passe par une dévolution de compétences au sens où il faudrait vous donner, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, les gestionnaires. En revanche, je suis certain que nous pouvons avoir des progrès en la matière, et c'est un sujet sur lequel je suis ouvert, notamment par le travail que nous pourrons faire au cours des temps à venir pour de nouvelles conventions entre départements et éducation nationale pour la gestion de ces questions, mais aussi par la formation que nous avons de nos gestionnaires. Je suis tout à fait prêt à partager en particulier la question de la formation des gestionnaires. Je ne pense pas que ce soit mon idée du dialogue, très franchement. Mais j'ai écouté le Président et je vous écouterai sur cette question. Je pense qu'il est très important, écoutez ce que je suis en train de vous dire, que nous réussissions à créer, c'est ma proposition, des groupes de travail sur ce sujet. Donc je vous écoute, pour que nous avancions sur cette question. Ce n'est pas la seule question. L'éducation est en train d'évoluer, notamment par le numérique. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup investi. C'est un sujet sur lequel il y a eu des progrès. C'est un sujet sur lequel il y a des frustrations, y compris pour l'équipement numérique des professeurs et des élèves. C'est un sujet sur lequel l'éducation nationale fait des efforts et en fera encore dans le futur. C'est un sujet sur lequel nous devons travailler en permanence aussi. Je pourrais énumérer ainsi plusieurs domaines, mais je voudrais conclure par un domaine qui est essentiel, qui est le domaine social. Vous avez donné quelques exemples. N'oublions pas les progrès qui ont été faits depuis une vingtaine d'années grâce à vos compétences sociales et à la complémentarité de nos actions. Je pense à la scolarisation des élèves handicapés, pour lequel il y a eu de grands progrès depuis notamment les années 2000 et l'impulsion de Jacques Chirac, mais pour lequel, nous le savons bien, il y avait encore des progrès à faire et il y en a encore. Aujourd'hui, la coopération, en cette rentrée, la coopération s'est renforcée entre les départements et l'État. Nous avons aussi créé ce que nous appelons les pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui permettent d'avoir une vision, depuis l'établissement, de l'affectation des moyens que l'État met sur cette question. Nous avons, alors qu'il y a 2 ans, il y avait encore uniquement des contrats aidés, pratiquement que des contrats aidés pour l'accompagnement scolaire, nous avons désormais des contrats beaucoup plus solides, de 3 ans, renouvelables, pouvant déboucher sur un CDI.
C'est une révolution en matière de ressources humaines. Et c'est d'autant plus une révolution que nous créons plus de contrats. Nous avons autour de 80 000 personnes aujourd'hui qui sont des accompagnants des élèves handicapés. Et à qui, vis-à-vis de qui le message actuel est « oui, vous avez un avenir dans l'éducation nationale et vous aurez une véritable carrière et une véritable formation ». C'est évidemment un changement considérable. Et ce changement, il se fait avec vous. Et c'est un bon exemple de progrès social qui est en train de s'accomplir entre les départements et l'État pour un service public de l'école inclusive. C'est donc quelque chose qui doit nous montrer le chemin sur nos progrès sociaux du futur, car nous avons à agir sur les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire. Et je suis sûr que nos coopérations dans le domaine médical, dans le domaine social, pour que tout simplement nous soyons plus efficaces pour nos enfants et nos adolescents, eh bien ces coopérations peuvent être beaucoup plus importantes dans le futur. C'est pourquoi, et vous le savez, Monsieur le Président, et vous savez, Messieurs les Présidents, puisque nous travaillons au quotidien sur ces sujets, qu'au cours des temps qui viennent, il est parfaitement possible de progresser sur les domaines que vous pointez. Il est parfaitement possible, dans le cadre d'une nouvelle décentralisation, mais aussi dans le cadre d'une nouvelle déconcentration, d'arriver à une action au plus près du terrain, au service de nos concitoyens. C'est pourquoi je terminerai en disant que nous pouvons avoir de l'optimisme sur le sujet. Nos divisions ne serviront à rien. On peut dans des réunions comme celle-ci, rester sur des positions tranchées et nous pouvons réunir aussi d'autres personnes qui penseraient différemment. Je ne pense que l'avenir, il est dans la discussion, il est dans le dialogue. Il est dans ces groupes de travail que nous pouvons faire et que nous avons commencé à faire. Et ça se traduit par des progrès concrets. Par exemple, le progrès dont je viens de parler sur le handicap, il vient du dialogue. Il y aura des progrès, par exemple, sur le sujet de l'internat. Je rappelle que notre politique d'internat, elle est inspirée par l'un d'entre vous, le président Goudbel, que je salue, et qui a fait le rapport Goudbel-Foucault, qui nous sert aujourd'hui pour notre plan internat et qui va permettre de mettre des moyens à votre service pour les internats. Donc il serait faux de décrire la situation comme stagnante, de la décrire comme étant dans une impasse. Notre relation est coopérative, en tout cas c'est mon désir depuis l'éducation nationale. C'est aussi mon désir, au titre de la vision que j'ai voulu partager avec vous, de la République. Vive les départements, vive la République et vive la France. Merci, Monsieur le Ministre. J'accueille maintenant Madame la Ministre en charge des collectivités et des relations avec nous, Madame Jacqueline Gourault. Je peux toucher là? Bon. Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Dominique Bussereau. Monsieur le Président du Conseil départemental du Cher, cher Michel Autissier, je suis heureuse de vous retrouver et de nous retrouver dans notre région, notre belle région Centre-Val de Loire. Et je salue bien sûr tous les élus de cette région qui sont ici présents. Madame la préfète, messieurs les ministres, chers collègues, chers Jean-Yves et Adrien, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président, futur président de l'Association des régions de France, cher Renaud, mesdames et messieurs les présidents des conseils départementaux, mesdames et messieurs les élus départementaux, mesdames et messieurs, je vous remercie, cher Dominique, et collectivement pour cette invitation, un an après le congrès de Rennes, dont je garde un très bon souvenir. Les échanges y avaient été déjà vifs, mais constructifs, et avaient montré que nous avons tout à gagner à travailler ensemble, tant sur votre financement que sur les politiques, bien sûr, que vous menez. Depuis un an, j'ai donc continué à parcourir le pays, à la rencontre des élus de terrain et de nombre d'entre vous.
Je tenais d'ailleurs à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé chaque fois dans vos départements et pour votre engagement au service de vos territoires. Jean-Michel Blanquer l'a rappelé tout à l'heure, je vais le dire autrement, mais le département est né d'un besoin après la Révolution, celui de rapprocher les Français du pouvoir tout en gardant un lien profond avec le territoire. Votre collectivité territoriale fait la synthèse, on ne s'est pas entendu avec Jean-Michel avant, mais fait la synthèse de la querelle qui oppose les anciens aux modernes. Elle est tout à la fois une part de notre histoire et un acteur majeur de notre avenir. J'en veux pour preuve la naissance, depuis votre dernier congrès, de la collectivité européenne d'Alsace. Fièrement alsacienne, forte de racines historiques puissantes, retrouvée après la fin de la région Alsace, et en même temps une collectivité adaptée à son environnement frontalier, européen, rhénan, collectivité portée par 2 présidents de conseils départementaux attachés à moderniser et à repenser les politiques publiques. Je suis heureuse d'évoquer avec vous cette réussite et cet horizon devant Frédéric, qui est ici présent. Et si j'en crois les réactions de certains d'entre vous, je pense qu'il faut toujours positiver le dialogue. Eh bien, ça nous redonne du moral dans une ambiance que j'ai entendue morose ce jour. Je vais donc aborder sans détour les questions financières et la réforme de la fiscalité locale, puisque je crois que c'est ce que vous attendez. Et je vais le faire dans un langage aussi direct et aussi franc que les interlocuteurs que j'ai déjà entendus et que j'ai bien sûr écoutés. Sur cette question, ayons l'honnêteté d'abord de faire une comparaison objective entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'ont connu les départements au cours des dernières années, lorsque... Ah, mais moi j'ai écouté. J'étais sénateur quand il y a eu un certain nombre d'épisodes politiques, quand certains voulaient les dévitaliser, je reprends l'expression, et avaient baissé les dotations de près de 30%. La DGF des départements est, vous le savez, maintenant stable depuis 2017 et sera reconduite en 2020. Cela représente, je le rappelle, 8 milliards d'euros par an. Concernant l'investissement, la DGE des départements a été modernisée cette année et transformée en DECID pour correspondre aux besoins en investissement sur vos politiques essentielles, sociales, collèges, voiries, etc. Ce sont des moyens de l'État mieux employés au service de vos politiques. À cela s'ajoute, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, un fonds doté de 135 millions cette année, 177 en 2020 et de 208 en 2021. Presque tous les conseils départementaux se sont engagés dans cette contractualisation. Je vous en félicite et nous nous en félicitons ensemble. Par ailleurs, les mineurs non accompagnés, les fameux MNA, là encore, nous avons progressé depuis 2 ans et je tiens à remercier Adrien Taquet, ici présent. Le fichier national, dit AEM, est déployé dans 74 départements. Il est opérationnel dans 51 d'entre eux, dont le Cher, Monsieur le Président. Ce sera bientôt le cas dans 23 autres. Cet outil est puissant et utile, tant pour lutter contre l'immigration irrégulière que pour réduire l'impact financier des MNA sur vos budgets. Le Premier ministre a rappelé son attachement à ce qu'il soit déployé dans le plus grand nombre de départements. Et je remercie personnellement ceux qui l'ont fait pour leur sens des responsabilités. Le gouvernement aussi est au rendez-vous. Les mesures législatives nécessaires ont été adoptées sans atermoiement.
Les textes réglementaires aussi, des effectifs du ministère de l'Intérieur sont spécifiquement mobilisés pour assurer l'évaluation et le fonctionnement du fichier. J'ajoute que la participation financière, tant sur la phase d'évaluation que sur l'aval, une fois la minorité reconnue, a été concertée, pérennisée et sensiblement améliorée, cher Dominique. Sur la clé de répartition, je voulais en parler également puisque c'est une demande de votre association, sur la clé de répartition des mineurs isolés entre les départements, le gouvernement a pris position en faveur d'un critère de population totale et non pas du critère de population de moins de 19 ans. Nous l'avons proposé, nous serons attentifs à votre expression à ce sujet. La prise en compte des MNA, et j'en viens au pacte de Cahors dont vous avez parlé tout à l'heure, a d'ailleurs été un des enjeux de nos échanges sur l'une des mesures les plus structurantes pour les collectivités depuis le début du quinquennat. Contrairement à ce que prédisaient certains Cassandres, les résultats de ce dispositif innovant, responsabilisant, sont très positifs pour 2018. L'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement des 322 collectivités concernées par ces pactes financiers s'élève à seulement plus 0,4% pour 2018. Pour les départements, ces dépenses ont même baissé de près de 1% entre 2017 et 2018. Eh bien, et alors, je le dis. Eh bien, Monsieur Coste, je le dis haut et fort. Les retraitements ont été nombreux pour les départements, témoignant de la prise en compte de la situation particulière de vos collectivités. L'évolution des dépenses d'allocation individuelle de solidarité a été plafonnée à 2%. Celle des dépenses de MNA a été retraitée pour ne pas dégrader vos trajectoires de dépenses, tout comme les événements exceptionnels. Tous les départements, à l'exception de 3, ont respecté le plafond fixé par leur contrat ou arrêté. Et pour les départements proches du plafond qui l'ont dépassé, l'analyse des données montre que ce ne sont pas les dépenses sociales obligatoires ou les mineurs isolés qui expliquent le dynamisme des dépenses de ces collectivités. Cette année, le cadre demeure inchangé, mais nous aurons l'occasion de préparer avec vous la prochaine génération de contrats. J'en viens à la réforme fiscale proprement dite. Je connais la position de bon nombre d'entre vous. J'ai lu dans la presse, j'ai entendu vos motions. On m'a envoyé toutes les motions que vous avez faites. Et je vais donc rappeler que nous sommes dans une réforme nationale, bien évidemment. Et je sais que la redescente de la taxe foncière au profit des communes et son remplacement pour les départements par une fraction de TVA, j'insiste sur le mot fraction, est vue, je dirais, avec circonspection par certains, avec appréhension pour d'autres, et certains me l'ont dit, je le dis très simplement, avec satisfaction. Eh bien oui, très bien, mais je vous le dis parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Je voudrais, mais permettez de dire ce que je veux dire. Je profiterai de l'occasion qui m'est ici offerte de m'exprimer devant vous pour faire part de ma conviction sur cette réforme que nous portons avec mes collègues du ministère de l'Action et des Comptes publics, bien évidemment. Avant toute chose, ce que le gouvernement défend, et cela ne fait pas de mal de le rappeler, c'est une baisse d'impôts sans précédent de 18 milliards d'euros, soit en moyenne 723 € par foyer fiscal, grâce à la suppression d'une taxe parfois injuste, et surtout, nous le faisons sans création d'un nouvel impôt. Et oui, je voudrais m'adresser à M. Viola. Cette réforme concerne les Français. Et tous les Français, et donc toutes les strates.
et donc toutes les strates de collectivités territoriales, car les citoyens, ils habitent certes dans une commune, mais ils habitent dans un département et dans une région. Et donc, je crois qu'on ne peut pas dire que cette réforme ne concerne qu'une partie des collectivités territoriales. Et je rappelle que c'est un engagement de campagne du président de la République. Ben oui, ben vous qui êtes tous des élus, et s'il vous plaît, vous qui êtes tous des élus, quand vous faites des engagements, quand vous vous présentez à une élection, je pense que vous les tenez. Eh bien, le président de la République a tenu sa parole pour les Français, et vous ne pouvez pas le reprocher au président de la République d'avoir tenu ses paroles. Alors, il n'y a pas, mon cher Dominique, de trou que nous ne saurions pas reboucher sans en créer un autre. C'est l'État qui compense in fine. Il le fera avec des ressources fiscales, sans aucune dotation budgétaire. Le schéma de compensation de la suppression de la taxe d'habitation est juste et adapté aux besoins des collectivités. Et le nouveau panier de ressources sera plus lisible pour le contribuable. La taxe foncière et ses évolutions ne sont pas compréhensibles pour ceux qui la paient, car il faut bien toujours considérer ceux qui paient les impôts. Quand 3 niveaux de collectivités votent des taux sur un même impôt, sommes-nous vraiment sûrs que le contribuable comprend exactement qui fait quoi? En compensant pour chaque collectivité l'intégralité des ressources perdues ou transférées, nous garantissons bien sûr le maintien de l'autonomie financière. Chaque département sera compensé par une fraction de TVA. Je dis bien une fraction de TVA, pas un montant. Donc une fraction calculée à partir des bases actualisées en 2020 et des taux de 2019, à savoir les derniers taux votés avant l'adoption de la réforme. Au total, cette compensation représente 15 millions d'euros. Percevoir une fraction de TVA, c'est tout l'inverse d'une dotation, parce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est une dotation. Ça n'est pas une dotation, c'est une fraction de TVA, c'est un impôt moderne et dynamique, et c'est une dotation, c'est un impôt pérenne. En plus, et c'est ça où je voudrais insister, en plus que l'on soit riche ou pauvre, je parle des départements, que la dynamique foncière soit importante ou faible, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année. Et ça, c'est un avantage fondamental de la réforme de la fiscalité. Comparons d'ailleurs ce qui a été fait par le passé. Quand la part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée en 1999, par quoi a-t-elle été remplacée? Par une dotation, par une vraie, c'est-à-dire sans dynamique de croissance. Quand en 2004, le gouvernement d'alors a transféré le RMI au département, quelle ressource a été attribuée? La TIPP, dont la dynamique était tellement faible que le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de rappeler que ce produit ne pouvait descendre en dessous d'un certain seuil. Alors, la question du niveau des ressources des départements, et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, je dois le dire et le reconnaître, Dominique, ce n'est pas l'actuelle réforme fiscale qui l'a suscitée ou aggravée. Cette question de niveau de ressources, d'ailleurs, ne se pose pas partout dans les mêmes termes. Votre constat qui a conduit à plus de solidarité entre vous et qui est, je dirais, quelque chose que je salue, bien évidemment. Nous le partageons et certains territoires sont confrontés à des dépenses contraintes auxquelles ils ne peuvent pas faire face de manière satisfaisante. D'autres bénéficient des ressources importantes en croissance. Je vais prendre les fameux DMTO. Les chiffres provisoires des DMTO en septembre font état pour certains départements de progression de 30% par rapport à l'an dernier, soit des recettes prévisionnelles globales en hausse de près d'1 milliard d'euros. Je dis sans augmentation des taux, bien évidemment, puisque c'est bloqué et que c'est l'objet de la discussion entre le gouvernement et l'association des départements. Cette situation très contrastée et parfois difficile appelait un traitement particulier dans le cadre du projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle,
comme j'ai pu vous l'exposer lors de notre rencontre la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, cher Dominique, le Premier ministre a posé les principes d'une attribution d'une fraction de TVA qui soit supplémentaire, répartie de manière péréquée dès l'origine. C'est-à-dire qu'au fond, l'État fait une péréquation, comme vous la faites vous-même avec votre propre ressource, et elle permettra donc une surcompensation des départements de 250 millions dès 2021. Je dois vous dire aussi, pour faire l'actualité, que j'ai eu un SMS tout à l'heure, ça a été voté, l'article 5 a été voté à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Alors évidemment, qui dit fraction de TVA dit par ailleurs dynamique annuelle. Cette dynamique sera intégralement conservée par les départements. Et nous avons proposé qu'elle serve, je parle de la dynamique, hein, il y a 250 millions, et bien sûr ces 250 millions, comme c'est de la TVA, elles produisent une dynamique, donc elles produisent plus. Et nous proposons qu'elles servent à financer une clause de sauvegarde qui permettra d'apporter en urgence une aide financière aux départements qui feraient face à des crises locales. Cette proposition est d'ores et déjà traduite dans un amendement déposé par le gouvernement. J'ai souhaité que nous intervenions sans attendre au Parlement, mais il est évident que les prochaines semaines nous permettront d'affiner les critères de répartition de cette fraction de TVA supplémentaire. Cela permettra d'élargir et de pérenniser l'ambition du fonds de stabilisation que nous avons créé l'an dernier, si, bien sûr, vous le souhaitez. Et je le dis tout de suite, si nous nous trouvons un jour face à une crise systémique, comme François l'a évoqué tout à l'heure, qui toucherait notre pays et notre économie dans son ensemble, et ce que personne ici ne souhaite, bien évidemment, alors l'État prendra ses responsabilités, bien évidemment. Je dis que, Monsieur Viola, je vous vois secouer la tête, Monsieur Viola, dans le drame qui a frappé votre département, dont tout le monde se souvient, l'État a été présent. L'État vous a accompagné avec 80 millions d'euros. Car naturellement, la conscience républicaine, Monsieur Viola, elle est autant chez les responsables nationaux que chez les responsables locaux. C'est cela qu'il faut comprendre et que nous avons intérêt à travailler tous ensemble. Mais, Monsieur Viola, d'abord, il y a déjà une réserve, et vous le savez très bien, qui est gérée par le CFL. Vous le savez. Et nous souhaitons, bien sûr, que ce fonds ne soit utilisé que dans les cas d'urgence. Et nous espérons, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de multiplicité de drames dans notre pays. Mais en tout cas, nous sommes là. Ce qui est important, c'est les faits. Comme on dit, les faits sont têtus. Quant à la péréquation horizontale, qui complète ces dispositifs financiers, vous en êtes convaincu, je le sais, et tout à l'heure, François, moi je ne récupère pas du tout votre politique, n'est-ce pas? Je ne récupère pas du tout votre politique. Naturellement, c'est vous qui l'avez inventé, la péréquation horizontale. Le seul problème, c'est qu'il faut que ça soit dans la loi. Vous le savez bien. Il faut que ça soit dans la loi. Donc, on dit simplement, on va l'inscrire dans la loi, parce que c'est la volonté des départements. Moi, je n'en prends pas du tout, je ne cherche pas du tout à utiliser le bénéfice politique de cette œuvre de solidarité que font les départements, et je salue cette œuvre de solidarité des départements. La proposition, donc, a été naturellement accueillie très favorablement, et je vous confirme qu'elle donnera lieu à un dépôt par le gouvernement d'un amendement au PLF, après, naturellement, que nous en aurons partagé l'écriture avec vous. Tout cet édifice a été bâti pour donner aux départements des ressources dynamiques, prévisibles, mieux réparties et permettant à ces derniers d'exercer leur mission. Mais alors pourquoi on fait tout ça, vous me direz? Parce que, je le répète, je pense que ça a évoqué un mouvement de siège. Et voilà, j'étais sénateur, moi, quand il a été question. Et je comprends que les départements soient encore psychologiquement marqués de supprimer les départements. Mais tout au long de leur histoire, les départements ont montré et fait la démonstration de leur utilité. Et je voudrais dire,
c'est assez amusant d'ailleurs, que ceux qui avaient imaginé supprimer les départements, en découpant les régions comme ils l'ont fait, ils ont renforcé les départements. Et les départements, aujourd'hui, sont devenus incontournables dans la vie politique française. Et je dirais que la loi NOTRe, souvent décriée, pour d'autres raisons, a paradoxalement conduit à donner une visibilité plus grande encore à votre action en vous identifiant comme le garant des solidarités sociales. Au cœur de vos missions se trouvent donc les politiques de la vie des Français, la protection de l'enfance, le handicap, la dépendance. Ces politiques sont les reflets d'une société qui doit faire montre de solidarité entre les personnes et les générations. Votre rôle est donc fondamental. Et ma conviction, c'est que nous devons construire ensemble ces politiques sociales. Et bien évidemment, la stratégie pauvreté constitue, je crois, un bel exemple de méthode que nous avons fait par les pactes entre l'État et les collectivités. Nous avons besoin de travailler ensemble. Alors, j'ai compris que les pactes ou les contrats étaient un peu discutés, mais nous devons tout de même, en matière de politique du grand âge et de l'autonomie, comme en matière de protection de l'enfance et du handicap, nous devons renforcer de manière parallèle la décentralisation et la contractualisation. Il n'y a pas d'opposition entre le mot décentralisation et contractualisation. Et je voudrais ici citer, ça m'a fait très plaisir de l'entendre, tu l'as cité tout à l'heure, naturellement, Dominique, ton ami, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que j'ai écouté sur une grande radio nationale dimanche dernier, je crois, qui a déclaré « Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler une nouvelle organisation des pouvoirs publics, la décentralisation, mais je dirais également la contractualisation avec les territoires. » Et Dieu sait si Jean-Pierre Raffarin est une référence, bien sûr, comme l'a été de faire dans la précédente étape de décentralisation. Le cours d'une existence n'est pas un jardin à la française technocratique, où par une heureuse coïncidence, il serait possible de faire correspondre chaque seconde de notre vie avec une compétence juridique. C'est la raison pour laquelle il faut contractualiser régulièrement. Les politiques sociales sont plutôt un continuum et nous avons le devoir collectif de joindre nos efforts et non d'agir chacun de notre côté. Et pour agir ensemble, il faut le faire sur des bases claires et acceptées, c'est le principe d'un contrat. Et sur les politiques décentralisées, un contrat, c'est librement négocié et librement accepté. Je crois également beaucoup dans la capacité des départements à faire évoluer les règles touchant à leur politique pour s'adapter aux réalités et aux besoins locaux. Pour cela, je souhaite que dans le projet de loi que je présenterai au premier semestre 2020, que nous puissions avancer en matière de dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités dans les champs de compétences qui sont les leurs. Lors de notre première rencontre, j'ai d'ailleurs demandé à votre association de faire des propositions... dernière rencontre. J'ai demandé à votre association de faire des propositions portant sur des exemples concrets de pouvoirs réglementaires nouveaux qui pourraient être confiés aux départements. Les communes ont bien un pouvoir réglementaire avec l'établissement des PLU et des SCOT et tous les documents d'urbanisme. On peut imaginer que d'autres collectivités aient un pouvoir réglementaire dans les compétences qui sont les leurs. Je ne doute pas, bien sûr, que vous aurez des idées. Et bien sûr, la concertation que je m'apprête à lancer en matière de décentralisation, de différenciation et de déconcentration est naturellement important. En la matière, je vous remercie pour vos propositions autour du New Deal départemental, piloté par Jean-Léonce Dupont, que nous sommes en train d'examiner et qui serviront de base aux discussions locales. Je connais, tu l'as rappelé Dominique tout à l'heure, vos attentes en matière de décentralisation. Elles ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes, toujours selon les départements, mais vous avez envoyé par écrit des propositions. Je connais aussi vos attentes, tu me l'as dit de façon très prégnante, de travail horizontal entre niveaux de collectivité territoriale, et je le dis devant Renaud Muselier, qui va être le président des régions, mais pas que, et aussi les intercommunalités et les communes. Je partage donc ces points de vue, mais le travail est devant nous et va nous occuper les prochains mois, et notamment
dans les 3 champs priorisés par le président de la République: logement, mobilité et transition écologique. Je vous confirme et je vous dis qu'il y a aussi d'autres champs qui ne sont peut-être pas cités dans ce que je viens de dire, mais rien n'est fermé. On peut aborder toutes les thématiques. C'est un travail qui concerne beaucoup de politiques publiques, beaucoup de ministres, mais aussi beaucoup d'acteurs de la société. Il faudra que nous avancions tous ensemble, et moi-même, j'ai un travail interministériel à faire très important. Enfin, j'en veux pour preuve le travail que nous avons mené tout à l'heure en Alsace, que j'ai rappelé, sur la différenciation. Alors, je vais terminer par cela. La différenciation, bien sûr, c'est inscrit dans le projet de loi de révision constitutionnelle, dont nous espérons tous qu'elle sera votée, car cela faciliterait l'exercice, bien sûr, de la différenciation. Mais même sans cela, et je le dis parce que c'est très important, sur la base de l'étude que vient de rendre le Conseil d'État, on voit qu'il est possible, à cadre constitutionnel constant, d'élargir l'expérimentation. Et naturellement, je ne manquerai pas de l'inscrire dans mon projet de loi pour l'année prochaine. Bien sûr, je voudrais, Dominique, aussi te répondre sur l'histoire des CPER. J'ai entendu ces histoires de calendrier. Je voudrais dire haut et fort que le débat sur les CPER ne fait que commencer. L'horizon de la signature pour les CPER, c'est 31 décembre 2020. Donc nous avons tout à fait le temps de travailler ensemble. Et s'il y a eu, je ne sais pas quoi, des contraintes de calendrier, je le dis, la ministre en charge des CPER le dit, nous avons le temps de négocier avec les régions, bien sûr, et avec les départements et les autres collectivités. J'en profite pour dire à l'ensemble des présidents de conseils départementaux, ceux qui sont dans la salle et peut-être ceux qui m'écoutent à l'extérieur, c'est la première fois que l'État n'impose pas une maquette. C'est-à-dire qu'on ne dit pas en arrivant, voilà, on va faire telle politique, telle... Voilà. On laisse aux collectivités que sont les régions, en liaison avec les autres collectivités, le choix de choisir les thématiques qui sont sur leur territoire prioritaires. Et donc, ça veut dire que ça ne sera pas forcément les mêmes thématiques entre les régions. Et je précise que tout ce qui est transport est mis à part, et c'est Elisabeth Borne, enfin, c'est pas mis à part du CPER, mais ça sera, selon le mot que nous utilisons, encapsulé, c'est une discussion à part, parce que souvent, dans les CPER, le poids des transports était tel qu'il ne restait pas grand-chose pour les autres politiques. Donc nous voulons ouvrir et prioriser pour les régions certaines politiques. Voilà, le projet de loi que je bâtirai par ailleurs pour l'année prochaine, eh bien, je compte beaucoup sur votre participation pour faire du cousu humain, comme j'ai dit. Hier, j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'étais au congrès des communes de montagne. Et c'était mon 142e déplacement en 2 ans. Je sais combien les élus sont investis sur le territoire. Je connais vos préoccupations, et vous le savez. Le travail que nous conduisons, et tout particulièrement Sébastien Lecornu, Julien de Normandie et moi-même dans ce ministère, montre bien sûr que nous sommes attachés à la réussite des territoires et bien sûr à la réussite des départements dans leur action. Certains disent ne pas avoir confiance en l'État. Je ne sais que ce n'est pas toi, Dominique. Mais, et quand on est là, j'ai des anciens ministres avec moi. Ils savent ce que veut dire l'État. Et ils savent la nécessité d'un État fort. Et ils savent aussi la nécessité de collectivités fortes qui travaillent avec l'État. Eh bien, si certains disent ne pas avoir confiance dans l'État, sachez que pour ma part, j'ai toujours eu confiance en vous. Je vous remercie. Madame la ministre, merci de... Je salue Jean-Michel Blanquer qui nous quitte.
Madame la ministre, merci de ces propos. Nous voici, mes chers collègues, réunis à la fin de ce 89e congrès. Tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé la révolution de 1789, la création des départements. Donc nous allons bientôt, ensemble fêter le 230e anniversaire de la création des départements. Ça, nous le ferons l'année prochaine. C'est une proposition d'ailleurs venue de Dominique Leménaire, président du département de la Sarthe, qui souhaite que nous donnions une ampleur particulière à ce 230e anniversaire. Donc nous le ferons l'année prochaine à La Rochelle ensemble, et j'espère que nous aurons à La Rochelle la capacité de faire aussi bien dans la qualité de l'accueil que Michel Autissier, nos amis du Cher. Je salue tous les collègues présents. Je les remercie de leur vitalité. Je connais les plus vitaux d'entre eux, d'ailleurs. Ils peuvent venir du Jura ou de Corrèze ou d'ailleurs. Mais ce qui nous unit par-delà les différences politiques, et tout à l'heure André Viola et François Sauvadet l'ont dit très bien, c'est notre amour de nos départements, notre volonté qu'on nous donne les moyens d'agir, moyens financiers, la volonté qu'on fasse une vraie décentralisation dans laquelle nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités, et nous sommes habitués à les prendre. Aussi, mes chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, madame et monsieur le ministre, je vous propose d'entonner ensemble pour notre République, de l'État et des départements, une vibrante et stridente Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendons-nous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats.